Notre invité politique ce matin, c'est Jean-François Copé. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Les Républicains de Meaux. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. On va commencer par ces manifestations qui se multiplient dans plusieurs villes de France, Jean-François Copé, contre le racisme et les violences policières. Violences policières, c'est un terme que récuse Christian Jacob, le président des Républicains. Il dit que c'est un mensonge de parler de violences policières, qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais ça dépend de quoi on parle. Si on parle des violences policières aux États-Unis, je crois que nous sommes tous scandalisés, indignés, et puis surtout... on se dit qu'il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, les États-Unis, grand pays, grande démocratie, prennent ce sujet à bras-le-corps. Alors, vous parlez des violences policières en France. Mais s'il s'agit de parler des violences policières en France, je trouve ça profondément désolant, regrettable, que personne... parmi les autorités républicaines de ce pays, je parle de celles qui sont au pouvoir, au plus haut niveau, ne viennent cesser cette polémique qui n'a absolument aucun sens. Donc pour vous, il n'y a pas de violence policière en France ? Non, attendez. Je voudrais vraiment que dans ce domaine, y compris dans les commentaires médiatiques, on ne revienne pas sur les éternelles caricatures. Qu'il y ait une absolue nécessité de poursuivre sans relâche le combat contre toutes les formes de racisme. C'est l'ADN de la République française. Ce sont des générations entières d'enfants à l'école qui sont formés, éduqués à l'idée de combattre le racisme sous toutes ses formes. Et ce combat-là doit être permanent. Que deuxièmement, il y ait pu y avoir dans toutes les décennies des dérapages, des comportements inacceptables de tel ou tel individu dans la police. Il faut évidemment les sanctionner. Mais en venir à comparer la situation des États-Unis à celle de la France, c'est proprement inadmissible. C'est d'autant plus inadmissible que nous avons besoin d'une police républicaine qui respecte parfaitement les règles, ce qu'elle fait dans son écrasante majorité, que sont toujours, ou aussi souvent que cela doit être, et que la justice le constate, parce que c'est elle qui, dans ce domaine, doit avoir le dernier mot et pas tel ou tel commentateur, que lorsque les faits sont constatés, il soit, le cas échéant, sanctionné. Venir comparer la situation française à la situation américaine est absolument inacceptable. Je ne comprends pas que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur soient silencieux sur ces sujets. Alors, il doit s'exprimer rapidement, Emmanuel Macron, sur ce sujet ? J'en sais rien, c'est à lui de le décider, mais je ne comprends pas qu'il ait besoin qu'on le lui demande. Ça aurait dû être fait tout de suite. Et encore une fois, il est évident que dans le même temps, doivent être condamnés tel ou tel acte de violence, s'il a lieu et s'il est établi comme tel. Voilà. Ensuite, puisqu'on en est là-dessus, j'aimerais qu'on ait le même zèle, voire encore plus de zèle quand il le faut, pour dire que les violences contre les policiers dans certains quartiers, mais c'est une réalité effroyable. Effroyable. Oui. Est-ce que ça ne dit pas autre chose un peu de l'état du pays ? On avait vu lors des Gilets jaunes une France de délaissés qui se révoltaient. Là, c'est plutôt celle des banlieues, des minorités. Finalement, les revendications ne sont pas si éloignées. Un peu sur la violence policière, beaucoup sur le côté social. Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays ? Non, je crois qu'il faut d'abord éviter de généraliser. Je voudrais qu'on fasse vraiment la différence entre, puisque vous parlez des Gilets jaunes, le cri de révolte parfaitement légitime de millions de Français, d'ailleurs, ceux qui portaient le gilet jaune comme ceux qui n'en portaient pas, face au niveau beaucoup trop élevé des impôts et des charges qui écrasent une bonne partie de nos compatriotes qui veulent pouvoir travailler et gagner plus et qui sont écrasés de charges et d'impôts. Bon. Que beaucoup de Français subissent des inégalités et aient envie d'en sortir dans tous les domaines, parce qu'il y a certes des inégalités sociales, mais il y a aussi des inégalités géographiques qui sont importantes. C'est évident que ça nécessite une vraie politique publique. Mais de grâce, ne faisons surtout pas le mélange entre ça et ce qu'est devenu aujourd'hui, ce que sont devenues aujourd'hui des agitations de l'extrême gauche, dont on sait pertinemment que leur combat militant est un combat qui est à la fois anti-républicain et violent, et que cette violence n'a rien à faire avec des revendications légitimes. Donc, je crois que dans cette affaire-là, l'ordre et l'autorité républicaine doivent avoir le dernier mot, parce que si ça n'est pas le cas,
alors nous rentrons dans un système de cogestion avec l'extrême gauche. Et malheureusement, c'est très exactement ce qui met aujourd'hui la France en danger. Mais ce qui est le cas aujourd'hui, il n'y a pas assez d'autorité républicaine de la part de ce gouvernement ? Vous savez, ça fait un certain temps qu'un certain nombre d'entre nous tirons la sonnette d'alarme sur le fait qu'il n'a jamais été écrit nulle part que la démocratie, que la République avait vocation à co-gérer le pays avec les mouvements extrémistes. Donc il est le cas aujourd'hui ? Dans un certain nombre de domaines, lorsque j'entends un président de la République ou un gouvernement, selon les cas, ou un certain ministre, accréditer les thèses qui sont aujourd'hui des thèses de militants d'extrême gauche dont l'objectif est de contester un certain nombre d'institutions, dont la police républicaine, je dis il faut faire attention parce que ça va très vite les dérapages. Non, voilà, après on ne va pas en passer des heures là-dessus, vous m'avez parfaitement compris. Moi je pense que dans cette affaire, il faut essayer d'être juste. Lorsqu'il y a des violences commises par un policier à un moment donné qui ne sont pas conformes à la légalité républicaine, bien sûr que ça doit être sanctionné. Et en l'occurrence, quand les faits sont établis par la justice, ça l'est. Bon. Deuxièmement, il y a ce qui relève de comportements d'une extrême violence venue, encore une fois, je le répète, de mouvements d'extrême gauche qu'il faut combattre. Allez, on va passer à un autre sujet, c'est le sujet du déconfinement. Est-ce que pour vous, il faut assouplir maintenant les règles de déconfinement, notamment dans les écoles ? Alors, moi, je voudrais vraiment, ce matin, avec vous, tirer la sonnette d'alarme, parce que je crois qu'on est passé dans l'excès inverse. Autant, je pense, comme tout le monde, qu'il était important de prendre un certain nombre de décisions de confinement au pic de la crise, en suivant d'ailleurs les recommandations des experts, autant je ne comprends pas. Alors même que les experts scientifiques ne cessent de dire, notamment le comité chargé de cela, qu'il faut alléger, que l'on continue de paralyser, comme on le fait, soit certains secteurs entiers de l'activité, soit certaines régions. Je suis maire de Meaux, élu francilien, je peux vous dire que personne ne comprend que des mesures aussi rigides soient imposées jusqu'au 22 juin, que pour des raisons de prudence, il l'ait été un peu plus longtemps que les autres régions. Je l'entends évidemment parfaitement. Mais enfin, là, les résultats sont là. Tous les indicateurs négatifs sont en très forte baisse et je vois des situations absurdes. Lorsque je dîne dans un restaurant à Meaux, comme ce fut le cas ce week-end, et que je me retrouve dans une terrasse glacée parce qu'il fait froid et que pendant ce temps-là, la salle intérieure du restaurant est vide et que nous sommes à l'extérieur avec d'autres clients en train de dîner assez serré finalement, et ayant froid, je me dis mais c'est le monde à l'envers. Alors que à quelques kilomètres, dans les départements limitrophes d'Île-de-France, ce problème ne se pose pas. Lorsque je vois la lourdeur des contraintes dans les écoles, qui font qu'aujourd'hui il est très compliqué de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, laquelle école d'ailleurs, comme vous l'avez vu, a quand même beaucoup renoncé, il faut bien le dire, l'école républicaine, y compris l'école privée sous contrat. Je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut assez vite prendre des décisions. Ça a été compliqué pour le maire que vous êtes, cette réouverture des écoles ? Oui, mais enfin, moi, dès le 11 mai, j'ai pris évidemment la décision de prendre toutes les dispositions pour que les écoles soient ouvertes. Et elles l'ont été dans les conditions sanitaires les plus strictement respectées. Mais nous avons une pénurie de professeurs significative, comme vous le savez. Oui, alors les budgets des collectivités sont exsangues, les entreprises ont du mal à redémarrer, un grand plan est en cours et se prépare. Que faut-il faire ? Je pense que ce qui est absolument indispensable, c'est de tirer, parmi les leçons à tirer de la gestion de cette crise, une leçon qui, de mon point de vue, est majeure. Il faut laisser les acteurs locaux traiter ce qui relève de leurs compétences. Donc, s'il doit y avoir un desserrement des contraintes, elle doit être à la fois réglementaire et elle doit être de manière ciblée budgétaire. Non pas au sens où nous demandons plus de dotations, ce n'est pas le sujet, mais au sens où un certain nombre de contraintes très lourdes sur la gestion de fonctionnement doivent être allégées, au moins provisoirement. Je pense à ce que les experts appellent la contrainte dite de Cahors. Alors ça, c'est une bonne décision de l'avoir allégée, c'est l'exemple type. La contrainte de Cahors, on va le rappeler, c'est la limitation des dépenses à 1,2% pour les grandes collectivités. Sinon, on paye une amende. Une amende. Ce dispositif avait quelques effets pervers, notamment parce qu'il ne tenait pas du tout compte des villes qui, les 4 ou 5 dernières années, avaient anticipé cela en gérant bien leurs finances. Il se trouve que ce fut le cas à Meaux et que nous étions sur la même longueur, mis sur la même niveau d'égalité que des villes qui n'avaient pas forcément bien géré. Mais enfin, je mets ça de côté, mais je peux plus facilement le dire sur la chaîne Sénat où nous écoutent beaucoup de maires qui comprennent ce que je veux dire. Mais en revanche, du point de vue technique, mais simplement, il faut absolument alléger les contraintes, c'est absolument indispensable de le faire. J'espère que l'État va en tirer un certain nombre de conséquences.
L'État qui a mis en place un plan pour aider ces collectivités territoriales, on parle d'un plan de 4,5 milliards, c'est une bonne chose pour vous? Tout dépend la manière dont l'argent sera géré et utilisé, mais je pense que de façon générale, il faut faire redémarrer l'économie, que les communes, les départements, les régions sont aujourd'hui les principaux donneurs d'ordre pour la construction dans le domaine du BTP par exemple, mais pas seulement, tous les services publics. On est un moteur majeur pour redresser le pays. Il est indispensable d'en faire la priorité aujourd'hui. Certains gouvernements ou ailleurs disent il faut peut-être baisser les salaires pour maintenir l'emploi, il faut peut-être que l'État continue à abonder du chômage partiel. Vous êtes sur cette ligne? Alors moi j'ai une approche qui est un peu différente. Je pense qu'il est indispensable de préserver le pouvoir d'achat des salariés, mais si on veut le faire, il faut parler du salaire net, pas du salaire brut. Et donc il faut baisser les charges. Donc je pense que dans une période comme la nôtre, nous devons avoir les yeux rivés sur les indicateurs économiques comparés entre la France et l'Allemagne. Et donc il est capital de mettre le cap sur l'allègement des charges pour les entrepreneurs et pour les salariés. Ça doit être un grand mouvement qui ne peut se faire que si on fait des économies par ailleurs. Et c'est ça le grand sujet de l'avenir. Il faut organiser les choses pour que notre pays puisse redémarrer à travers ses acteurs, qu'ils soient salariés, professionnels indépendants ou entrepreneurs. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, beaucoup plus que d'imaginer des baisses de salaire qui aujourd'hui mettraient les Français concernés dans des situations de réelle précarité. On voit ces chiffres vertigineux de la récession, de la dette, du déficit. Comment on en sort et est-ce que le gouvernement va pouvoir s'en sortir sans augmenter les impôts? Alors, je pense que si le gouvernement pense que la solution de sortie, c'est d'augmenter les impôts... Ce n'est pas ce qu'il pense pour le moment. Je le sais, c'est pour ça que je vous le dis, mais si par malheur il devait tomber dans ce piège, alors la France va couler. Parce que la France, aujourd'hui, a un niveau d'impôt tellement élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne des pays européens, que si on continue encore d'augmenter les impôts, alors plus personne ne s'en sortira. La seule solution, c'est de faire à la fois ce qu'on appelle une politique de l'offre pour stimuler la production et aussi une politique de la demande en baissant les charges pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Et si on veut réussir à faire ça, il faut que l'État maigrisse. Il n'y a pas de solution. Alors quand je dis que l'État doit maigrir, il faut pour autant qu'il continue d'investir dans la santé, dans l'éducation, dans la défense, dans la sécurité, ce qu'on appelle le régalien. En revanche, je pense qu'il faut repenser tout le reste. Et que dans tout le reste, il y a un certain nombre d'aides, d'interventions, par exemple pour financer la baisse du temps de travail et d'autres aides qui coûtent des fortunes et que l'État ne peut plus payer. Alors Marlène Schiappa qui veut créer un congé pour garder les parents, c'est pas une mesure qui vous convient? C'est exactement ce que je redoute. Voilà. Moi, je peux comprendre. On est dans une période où il est possible qu'il y ait un remaniement gouvernemental, donc tel ou tel ministre se dit « je vais faire parler de moi, comme ça on me nommera ministre d'autre chose ». Ça, c'est la vie humaine, il n'y a pas de sujet, c'est même, si je peux me permettre, assez ancien monde. Mais enfin, peu importe. Pour avoir pris beaucoup de recul avec tout ça, je me permets de faire cette petite remarque. Par contre, sur le fond, j'ose espérer que le gouvernement ne va pas faire ce choix. Aujourd'hui, nous avons à financer, et c'est autrement plus urgent, la branche de la dépendance, que certains appellent la cinquième branche de l'assurance maladie, la cinquième branche de la sécurité sociale, à savoir le financement des personnes âgées dépendantes et des personnes qui ont un handicap. Ça va nécessiter un gros effort de la nation, d'où l'idée évoquée d'ailleurs par certains de supprimer un jour férié. On en a beaucoup en France pour financer cela. Il me semble que c'est une cause qui le légitime parfaitement. Mais la réponse, ça ne peut pas être on va redonner des jours de congé aux Français, même si, évidemment, qu'il faut s'occuper de nos aînés. Mais il est impossible, le pays n'a pas les moyens, avec 115% de dette, de financer une chose pareille. Après la crise sanitaire, la crise économique, il y a une crise sociale aussi qui se profile. Dans son rapport, le défenseur des droits, Jacques Toubon, dit que les inégalités sociales ont augmenté durant cette crise. Est-ce que vous l'avez constaté et comment on fait? Non, mais les inégalités sociales, malheureusement, elles sont la première conséquence de crises comme celle que nous venons de traverser. C'est une évidence. Le confinement n'a pas été le même pour tout le monde. Il est certains bâtiments hameaux dans lesquels, je le sais, certains de mes administrés ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles, malgré tout l'aide qu'on a pu essayer d'apporter. Bon, on le sait et on le voit bien. Donc en réalité, il faut reprendre maintenant notre chemin. C'est pour ça que je disais, il faut que le gouvernement allège le plus vite possible les contraintes pour trouver des solutions et permettre d'accompagner ceux qui souffrent le plus. Mais pour ça, il faut avoir la possibilité d'accéder à eux sans que les contraintes soient trop fortes. Et tout en vous le disant, je rappelle, comme le fait à juste titre le gouvernement, qu'il faut absolument respecter les gestes barrières, que
quand c'est nécessaire, il faut porter le masque. Tout ça est indispensable et je crois qu'on doit être capable, dans une grande nation comme la nôtre, de trouver le bon équilibre. Allez, on va parler des municipales à 20 jours maintenant du second tour, qui ne vous concerne pas. Vous avez été réélu au premier tour. Dans 6 grandes villes, il y aura des listes communes entre La République En Marche et les Républicains. Est-ce que vous comprenez ce choix ou est-ce que vous les regrettez ? Je pense qu'il y a des fois où c'est nécessaire. Moi-même, d'ailleurs, à Paris, il y a quelques années, je devais être en 2017 ou 2018, j'avais été interrogé sur le sujet, c'était après l'élection de M. Macron, et j'avais préconisé qu'à Paris, on fasse cela, pas du tout pour gommer les différences, qui d'ailleurs sont croissantes, on le voit bien, entre LR et En Marche, mais tout simplement parce qu'il peut se trouver que ça se justifie. Et là, en l'occurrence, à Paris, je vois arriver la réélection de Mme Hidalgo, sauf à ce que Rachida Dati, qui fait une campagne absolument fantastique, arrive à bousculer cela, et je le souhaite d'autant plus fortement que je vois, en tant que maire de grande banlieue, la ville de Paris se fermer de plus en plus et empêcher son accès. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Donc c'est-à-dire qu'à Paris, il faut des alliances au-delà du 5e arrondissement. Est-ce que, par exemple, au 3e tour, vous souhaitez des alliances entre les conseillers de Rachida Dati et ceux d'Agnès Buzyn ? On verra où en est le 3e tour. Déjà, passons le 2e. Vous savez que moi, j'ai appris avec mon ami Guy Drut, il faut passer une haie après l'autre. Donc on va faire les choses dans le bon ordre. En revanche, de manière plus générale sur les autres cas, en fait, c'est du cas par cas. On ne peut pas mettre dans la même liste Bordeaux, par exemple, où ça a beaucoup de sens et où j'espère de tout cœur que notre candidat va l'emporter, que Lyon, où là, ce n'est pas du tout une alliance avec En Marche, c'est une alliance avec Gérard Collomb, qui a été décidée par les autorités, les responsables locaux de notre famille politique. Moi-même, je suis un peu circonspect, mais enfin, après tout... on verra ce qu'il en est. Pourquoi circonspect ? Parce que c'est une alliance avec Gérard Collomb qui est sorti 4e, donc très contesté. Bon, c'est un pari. Vous avez dit que LR et LREM se sont de plus en plus éloignés. Donc vous êtes donc déçu du fait que le président Macron ne soit peut-être pas tout à fait un président de droite ? Oui, enfin déçu. En tout cas, j'observe qu'au fil du quinquennat, là où je faisais partie de ceux qui, à droite, avaient un regard bienveillant, parce que je pense que ce qui compte, c'est que la France réussisse, et que quand je le voyais gouverner par ordonnance, prendre un certain nombre de décisions, j'avais le sentiment qu'il y avait une dynamique forte qui pouvait être engagée. Je ne la retrouve plus depuis un certain temps. Et alors j'entends les ministres dire on n'a jamais autant réformé que de toute l'histoire de la France. Bon, c'est classique, là encore pour dire que j'ai un petit peu d'expérience. On a toujours ce réflexe de penser que ce qu'on fait est 1000 fois meilleur et que ce que faisaient les autres avant était nullissime. Mais bon, je suis quand même obligé de vous dire que je suis aujourd'hui sur ma faim, oui, dans beaucoup de domaines, oui. François Baroin dit que la droite se reconstruit et que se forme un arc à gauche. Vous voyez venir le retour du clivage ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le message du fameux et en même temps d'Emmanuel Macron, qui en clair avait pour vocation de gommer les différences entre la gauche modérée et la droite modérée, pour aller vite, en fait, de fait, ça ne marche pas parce que du coup, ça l'a amené à pas choisir. Moi, je pensais que ça l'amènerait à choisir. Et en fait, ça l'a plutôt amené à ne pas choisir. Alors donc, forcément, du coup, la réalité politique reprend ses droits et c'est normal. De toute façon, il y a une chose qui est certaine. On ne peut plus continuer d'avoir un débat politique qui s'articule entre un parti de gouvernement et l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a un moment, c'est pas possible. Ça devient ridicule. Donc il faut absolument qu'un certain nombre de voix qui, sans être macronistes, mais sans être non plus totalement anti-macronistes, puissent s'exprimer, marquer des différences, incarner une alternance, sans se faire insulter toute la journée au motif qu'ils seraient des idiots alors que les actuels sont des intelligents. Oui, il y a un moment, il faut quand même qu'on se détende un peu avec tout ça. François Baroin qui dit également que la droite en termine avec un long cycle de défaites. Est-ce que cette victoire qui s'annonce pour les Républicains municipales, elle a forcément un sens ? Est-ce que c'est pas trop optimiste ? On se rappelle, en 2014, vous étiez président du parti, il y avait une vague bleue au municipal, et en 2017, la droite était absente. Alors, d'abord, merci de le souligner. C'est pas si fréquent qu'on fasse le lien entre cette vague bleue de 2014 et le fait que j'étais en charge. Et la droite était absente du second tour en 2017. Est-ce que c'est pas trop optimiste de la part de François Baroin ? Écoutez, on verra bien. Vous pouvez quand même permettre à François Baroin de dire qu'il se réjouit des résultats du premier tour au regard de la descente aux enfers qu'on a connue en 2017. Vous avez créé une génération de maires efficaces, puisque beaucoup ont été réélus.
Absolument. Simplement, non, ce que je veux juste vous dire, c'est que le premier tour a montré quand même que la vague bleue de 2014, qui a permis à la droite de conquérir en 2014 69% des villes de plus de 9000 habitants, ce premier tour des municipales a été très, très encourageant et a conforté effectivement l'ancrage de la droite française dans les territoires. Bon. Alors après, il faut effectivement, vous avez raison, il faut attendre le second tour, bien sûr, et il ne faut surtout pas, je dirais, polluer l'analyse qui en sera faite par le résultat de telle ou telle grande ville, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. On dit, ah bah oui, mais Paris, etc. Oui, ok. Enfin, la réalité du territoire, on le voit bien, c'est que les maires de droite ont pris une option très forte pour remporter le second tour dans d'innombrables villes. Donc c'est évidemment très encourageant pour nous, bien sûr. François Baroin qui dit qu'il donnera sa réponse à l'automne sur une probable candidature, une éventuelle candidature en 2022. Vous la souhaitez, vous, cette candidature? Écoutez, d'abord, on se parle beaucoup. Enfin, moi, vous savez, je me suis un peu mis en recul de tout ça, mais moi, je parle évidemment beaucoup avec l'ensemble des candidats possibles. Il y en a un certain nombre. Donc, on verra bien ce qu'il en est. On va déjà faire en sorte de voir quelle est la réalité du paysage, et puis c'est aux candidats de se prononcer. C'est pas à moi de dire si je veux tel ou tel. Déjà que l'on voit ce qu'il en est. Et puis le moment venu, vous pouvez donner votre avis. Est-ce que ça serait un bon candidat? Vous êtes bien à Mont. Vous avez envie de vous impliquer davantage au niveau national? Non, vous savez, écoutez, moi, encore une fois, je suis aujourd'hui très dédié à ma responsabilité de maire de Meaux. Par ailleurs, je suis avocat. J'ai pris beaucoup de recul avec la politique nationale. Néanmoins, je veux participer au débat public du fait simplement de l'expérience qui est la mienne et que j'ai envie de partager avec les Français, avec celles et ceux qui ont envie de réfléchir à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, notre pays est quand même en proie au doute et il faut lever ce doute absolument. Un dernier mot sur cette tribune de Marine Le Pen dans la revue politique et parlementaire qui sort aujourd'hui et dans laquelle Marine Le Pen s'inscrit dans les pas du général de Gaulle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la récupération à 2,50 francs, hein, parce qu'entre nous soit dit, entendre la leader de l'extrême droite expliquer qu'elle est gaulliste et que c'est nous qui ne le sommes pas, c'est quand même, comment disait la chanson d'autrefois, j'ai la mémoire qui flanche. Hein, voilà. Elle a la mémoire qui flanche. Pour vous, c'est quoi? C'est une tentative de dédiabolisation de la part de Marine Le Pen ou c'est aussi une volonté de s'adresser à l'électorat de la droite? C'est comme d'habitude de la part de l'extrême droite d'aller s'adresser absolument à tout le monde sans aucune espèce de nuance particulière. Et encore une fois, je le répète, en niant une réalité historique, l'extrême droite a toujours été, par définition, une famille politique à l'opposé de la famille gaulliste. Bon. Alors qu'elle veuille nous expliquer qu'elle se retrouve gaulliste, peut-être que demain elle va se trouver Jean Jaurès aussi, peut-être, je ne sais pas. Enfin, tout ça ne doit laisser personne dupe. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-François Copé.